En 2021, sans bruit et sans publicité, TV Liberté a battu tous les records d'audience depuis sa naissance en 2014. Grâce à la confiance totale de nos donateurs, nous avons traversé 8 années passionnantes d'engagement pour nos téléspectateurs. Déjouant les actes de censure, les anathèmes, les oukas. Les GAFA sont la police de la pensée. Les GAFA nous ont censurés en 2017, 2018, 2019, en 2020 et tout récemment en 2021. Mais avec vous, nous tenons bon. TV Liberté a été au rendez-vous de tous les combats, de toutes les justes causes. Nous avons donné la parole aux millions de Français de la Manif pour tous contre les destructeurs ou les déconstructeurs de la famille et de ses valeurs. Nous avons donné la parole aux millions de Français des bonnets rouges et des gilets jaunes contre cette caste hors sol qui les a ignorés, dénigrés, privés de leur dignité, dépossédés de leur identité. Nous avons donné la parole aux millions de Français opposés au pass sanitaire face aux gouvernants qui suppriment les libertés individuelles fondamentales et imposent par un contrôle permanent une société de surveillance. Mais TV Liberté, ce n'est pas que cela. C'est aussi la mise en lumière de milliers d'intellectuels, spécialistes, responsables, influenceurs et youtubeurs. On cherchait à les faire taire. Nous nous sommes fait leur porte-voix pour contrer la mainmise de la gauche sur la culture et l'audiovisuel, cette gauche frelatée qui conditionne les Français avec l'argent de leurs redevances. Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous n'avons jamais été aussi près de renverser la table. Certains cherchent à le faire électoralement, mais que cela soit clair dans tous les esprits. Les politiques ne font que récolter le fruit du travail d'influence et d'éveil mené jour après jour par les journalistes de la presse alternative. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer, innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 1er décembre et ce temps de l'Avent qui débute, de préparation des célébrations des fêtes de fin d'année dont le point d'orgue sera
Noël, bien entendu. Et justement, je vous ai préparé un programme qui sent bon le pain d'épices, le bricolage d'hiver et le sapin de Noël et qui, on l'espère, annoncera de la neige. On commence ce numéro avec Valérie Daubigny qui est exceptionnellement avec moi sur ce plateau pour nous parler des enjeux de la littérature d'aujourd'hui pour les enfants. Et puis, on retrouvera France qui tient une boutique de jeux de société et de jouets pour enfants à Cluny. Elle nous a préparé une sélection de jeux de société pour toute la famille. On la retrouve juste après par Skype. Sans oublier à la fin de cette édition notre duo de choc pour les chroniques lecture, Anne-Laure et Valérie. Oui, encore la même Valérie, mais cette fois-ci sur le plateau de lecture. Quand on est parent, l'une des meilleures activités qu'on puisse faire avec son enfant, et l'une des plus saines aussi, eh bien, c'est la lecture. Alors très tôt, on va les transporter avec nos voix, nos imitations. Et puis avec les plus grands, on va leur permettre de développer leur imaginaire, tout un monde, et leur faire découvrir des tas de choses, des tas de personnages. Alors c'est bien gentil, vous me direz, maintenant que je vous ai dit ça, mais qu'est-ce qu'on fait lire à nos enfants? Eh bien, justement, je suis avec une grande spécialiste des livres pour les enfants, puisque aujourd'hui, exceptionnellement, Valérie Daubigny, vous êtes avec nous sur le plateau des femmes et des enfants d'abord, et non pas juste à la fin. On vous y retrouvera tout de même. Et voilà, vous la connaissez bien, Valérie, hein, évidemment, elle n'est pas que chroniqueuse de la rubrique lecture. Elle est aussi animatrice radio, formatrice en parcours culturel à apprendre et à voir, membre de la Fondation pour l'école et également pilote de sélection de livres jeunesse pour 1, 2, 3 loisirs. Et d'ailleurs, 1, 2, 3 loisirs est chouette un livre hein, pour répondre à cette première question rhétorique. Que lire aux enfants? Et vous en avez d'ailleurs fait un livre, Une bibliothèque idéale, que lire de 0 à 16 ans. Vous aurez le lien en biographie juste en dessous de cette vidéo. Alors bonjour Valérie, on est ravis de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci beaucoup Floriane. Alors dans les livres qu'on trouve aujourd'hui en librairie, il y a les grands classiques hein, qui existent toujours, ou ceux de nos parents, même parfois avec des références qui sont un poil anciennes, ça arrive, ou des versions rééditées qui peuvent être simplifiées parfois, qui ont fait polémique, je pense au Club des 5, aux Martines. Et puis il y a les nouveautés. Alors selon vous, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'il vaut mieux chiner les classiques originaux, qui sont un peu difficiles à trouver, mais on les trouve en brocante, ou alors on sort des sentiers battus et on scrute les nouveautés? Eh bien, je pense qu'il faut faire les deux, évidemment. Et c'est vrai que je vois des familles qui se méfient énormément des nouveautés. Et moi, j'essaye de leur dire, mais non, il y a une très belle création contemporaine dans laquelle il faut faire des choix, bien sûr, mais il y a de très bons auteurs, de très bons illustrateurs, et notre rôle, c'est de les soutenir. Mais bien sûr, allons aussi fouiller chez Emmaüs et rapportons ce qui nous a plu à nous et ce qui passe encore la barre. Ce n'est pas évident, oui. Parce que nos enfants se sont habitués à des éditions assez grosses, en gros caractères, illustrées, avec des couvertures sympathiques. Tous n'ont pas cet attrait pour le livre qui a cette odeur qu'on connaît bien du vieux livre, écrit petit, sans beaucoup d'illustrations, ce que nos parents lisaient très facilement. Donc vraiment, faire des choix, toujours faire des choix dans les deux domaines. Et puis, constituer sa bibliothèque familiale, sa bibliothèque trésor. Donc, scruter un petit peu tout. Alors, justement, on parlait des illustrations. Vous qui sélectionnez depuis des années des coups de cœur jeunesse avec 1, 2, 3 loisirs, est-ce que vous avez pu constater une différence entre les livres d'hier et ceux d'aujourd'hui? En matière d'illustration, ce que nous remarquons et dont nous nous émerveillons, c'est que là, il y a de très, très beaux talents contemporains, avec de très bonnes écoles. Et vous voyez, sur le plan artistique, sur un plan plus général, eh bien, là où les écoles de beaux-arts ont parfois totalement cessé de transmettre l'art du dessin, de la couleur, de l'équilibre, eh bien, les écoles d'illustration, elles, font ce travail de transmission. Je pense particulièrement à l'école Émile Cole à Lyon, Penningen aussi, dont sortent de très très beaux talents, avec une belle diversité, et des gens qui ont ce respect de l'enfant, de son œil, et c'est une très très belle manière d'apprendre à voir.
Alors évidemment, à l'heure du politiquement correct, il y a les livres qui fâchent. Qu'est-ce qu'on doit penser des livres où les princesses se transforment en drag queen transgenre, les chevaliers deviennent des anti-héros qui se font botter les fesses? Je force un peu le trait, mais en réalité, il y a des livres comme ça. Vous le forcez à peine, Floriane. Et nous, ça nous désole. Je dirais même que ça nous met en colère de voir la manière dont on utilise la fraîcheur des enfants, leur aptitude à entrer dans une histoire, pour aller soit avec des gros sabots, ceux que vous avez décrits, soit à pas beaucoup plus feutrés, très sournois, glisser en eux des questions sur le genre, effectivement, coller du féminisme dans des biographies de femmes éblouissantes du 19e siècle, en mettant dans leur pensée, dans leurs mots, des choses qui sont totalement anachroniques. Donc là, c'est aussi une insulte à l'intelligence, une insulte à l'histoire, et ça, nous y sommes extrêmement sensibles, nous sommes très vigilants. Un livre, mais parfois c'est une seule petite phrase. Vous voyez, sur l'antispécisme aussi, c'est très fort l'antispécisme en littérature jeunesse. Très, très fort. On montre que l'homme est vraiment toujours une vraie ordure, là où l'animal a des sentiments purs. Vous voyez, c'est déjà un pas. Voilà, oui. Donc l'idéologie, oui, nous la traquons dans les livres que nous recevons et nous l'excluons parce que nous pensons que les enfants méritent plus que ça, évidemment. Alors évidemment, il y a des auteurs formidables. Est-ce que vous avez peut-être des éditeurs à nous conseiller ou comment est-ce qu'on choisit déjà un bon livre? Et votre question est très bonne, Floriane, parce que peut-être autrefois on pouvait se dire telle collection, on peut y aller les yeux fermés. Tel éditeur, vas-y. Tel auteur, toujours bien. Aujourd'hui, on regarde les choses une par une. Les livres d'un auteur, un par un. Et oui, c'est comme ça. Je pense à une collection que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Avant de devenir ». Dans cette collection, on a fait appel à des auteurs différents. Donc oui, il y a des biographies de héros historiques qui sont excellentes dans cette collection et puis d'autres qui sont nettement moins bien. Donc voilà, on regarde un par un. Mais oui, il y a des auteurs qui, la plupart du temps, nous enchantent. Je pense par exemple à Sophie de Mullenheim, je crois qu'on peut lui rendre hommage. Et lorsqu'on parle avec elle, elle dit « Je me sens une responsabilité lorsque je prends la plume pour les enfants. Jamais je n'irai écrire quelque chose que je ne voudrais pas que mes enfants lisent. » Et je me sens garante de la vérité, de l'intégrité, de ne pas leur faire franchir des pas affectifs trop vite. Donc voilà un auteur qui respecte vraiment son lecteur. À surveiller d'ailleurs dans les écoles, les livres qu'on fournit à nos enfants, les devoirs de lecture qu'il y a en classe. Ben oui, c'est ça, les listes scolaires. Il y a beaucoup de parents qui m'envoient les listes en me disant là-dedans, qu'est-ce qu'on peut choisir? Je dirais que moi, je suis venue à cette passion pour la littérature jeunesse par là, en fait. En lisant pour les enfants, les livres qui revenaient, qu'ils avaient à lire. Parfois, ça a été un petit peu compliqué. Ça a été compliqué. Il fallait aller discuter avec la maîtresse, avec les professeurs. Mais on le fait de manière raisonnable, d'adulte à adulte. Et parfois, ça s'est très, très bien terminé. Donc voilà, oui, les parents, je leur conseille, s'ils le peuvent, s'ils en ont le goût, le temps, de lire. Et puis en plus, ça sera l'occasion de bons échanges avec leurs enfants quand on s'est enthousiasmé pour le même livre. Quelle belle passerelle oui. Pour donner l'amour de la lecture. Et puis aussi bien, pour mettre en garde ou bien dire, tu vois là, ou bien carrément s'élever contre un livre. Et puis s'ils n'ont pas ce temps, s'ils n'ont pas ce goût, eh bien qu'ils se reportent à nos sélections. Ils choisissent la sélection qui correspond le plus à ce qui est important pour eux. Ça sera chouette un livre, ça sera 1, 2, 3 loisirs, ça en seront d'autres. Et puis ils s'y réfèrent. Voilà, nous sommes là pour eux. C'est vraiment un service, un service. Je voulais ne pas finir cette rubrique sans vous faire parler du prix de lecture que vous avez organisé. C'est gentil. Alors pour la 3e fois cette année, nous avons avec le journal Actuel organisé le prix des lecteurs Actuel 1, 2, 3 loisirs. En sélectionnant 5 livres parmi ceux que j'ai présentés dans le journal Actuel depuis le dernier prix. Tout simplement, c'est pour les 10-15 ans, grosso modo. Et nous avons choisi 5 livres et nous demandons aux internautes, aux lecteurs, d'aller voter pour leur livre préféré et d'aller alimenter la cagnotte du prix de 1 000 € qui a été remis début novembre au Salon du Livre et de la Famille à Paris à Anne-Sophie Chauvet pour sa série. Alors sa série qui se situe 9-11 ans.
hein, 9-11 ans. 9-11 ans, C'est la ça tranche marche. base de nos 10-15. Une série charmante qui s'appelle Les 4 aventuriers. Le tout dernier vient de sortir, Noël en Alsace. Il a le même charme, le même goût de l'aventure. En plus, on est à Noël, c'est tout à fait merveilleux. Et nous avons été très, très heureux de la récompenser parce que c'est une manière de lui dire, ce que les lecteurs lui disent, continuez, donnez-nous encore de beaux livres comme ça. Donc voilà, ça c'est tout à fait l'esprit de ce prix qui est sans prétention, mais qui est très joyeux et très, très droit sur tous nos critères. Eh bien, merci beaucoup Valérie pour tous vos bons conseils. On rappelle bien sûr, si vous avez de jeunes parents dans votre entourage, n'hésitez pas à leur offrir le livre Une bibliothèque idéale. C'est vraiment parfait pour débuter la bibliothèque de ses enfants. Je crois qu'on a fait une belle sélection aussi. Et puis bien sûr, vous avez la sélection de fin d'émission qu'on peut retrouver dans chaque numéro des femmes et des enfants d'abord. Et puis, moi, je voudrais toucher un dernier mot aux parents. Quoi qu'il arrive, essayez de faire lire vos enfants. Un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. L'homme qui ne lit pas n'en vit qu'une. C'est de George Martin, également un grand auteur que moi j'adore, qui est l'auteur de la fabuleuse série Le Trône de Fer, entre autres. Et d'ailleurs, je voudrais vous transmettre une astuce, chers parents, que moi j'ai vécue personnellement, pour pousser les enfants vers la lecture et les détourner en partie des écrans. Eh bien, tout simplement, dites-leur qu'avant de regarder une adaptation au cinéma ou sur un DVD ou sur les plateformes qu'on trouve aujourd'hui, eh bien dites-leur de lire le livre avant et ensuite on en reparle. Alors évidemment, ça marche avec Game of Thrones, surtout que les plus jeunes ne sont pas censés nécessairement être exposés à ce genre d'images dans un premier temps. Ça marche aussi avec Harry Potter, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, Narnia, Labyrinthe, enfin tout un tas de classiques et tant d'autres à venir, on l'espère. Valérie, encore merci. Et à très bientôt, on vous retrouve aussi à la fin de cette émission pour une chronique de lecture. Ce sera un livre pour Noël, pour les parents et les enfants, comme à notre habitude, pour le conseil lecture du mois. Merci Floriane. Ça y est, c'est le 1er décembre. C'est le début de l'Avent et la grande sortie des calendriers de l'Avent avec les petits sachets qu'il faut remplir, 24 au total, avec des petits trésors, des petits chocolats et pourquoi pas également des bons d'activités à réaliser en famille. Et pourquoi pas se lancer justement dans les jeux de société, à glisser dans les petites cases une partie d'un jeu de société en famille. C'est le moment parfait pendant les vacances de Noël pour se mettre à jouer. Et justement, je suis avec France par Skype. Sa boutique, c'est la Cahute des Petits Loups. Elle est installée à Cluny, en Bourgogne-Franche-Comté. Et elle va pouvoir nous présenter des tas de jeux à partir de 4-7 ans. Puis ensuite, on va passer aux jeux un peu pour les plus grands à partir de 7 ans. Et puis, bien sûr, les jeux pour toute la famille de 10 ans et plus. Bonjour France. Bonjour Floriane. Alors, vous nous avez fait une petite sélection. On va commencer par les plus jeunes. Je crois qu'on commence par un jeu qui s'appelle Le Trésor des Lutins. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça ? Oui, Le Trésor des Lutins, donc tout à fait. C'est un jeu qui se joue à partir de 4 ans jusqu'à peu près 7 ans, qui est coopératif. Donc on a un plateau où il va falloir mettre des petites clés sur le plateau et on va retourner les tuiles et il va falloir retourner les tuiles et faire des chemins pour accéder aux clés qu'il y a sur le plateau. Si nous retournons par exemple un dragon, comme ceci, on va le placer en bas du plateau. Et si nous reconstituons le dragon avant d'avoir récupéré les clés sur le plateau, c'est le dragon qui perd. Voilà, petit jeu familial, facile, et puis pour les petits, pour apprendre à jouer sans compétition, c'est adorable. Donc coopération, exactement comme ça, pas de dispute en famille et personne n'est le grand gagnant ou le grand perdant, si ce n'est le dragon parfois qui peut l'emporter, je suppose. Alors voilà, tout à fait. On a également le jeu Concept Kids. Est-ce que vous pouvez nous présenter ? Oui, alors Concept Kids, c'est un jeu pour enfants à partir de 4 ans. Qui est à la base un jeu pour adultes qui s'appelle Le Concept et qui a été donc décliné pour ces petits loulous de 4 ans. Donc le but du jeu étant de faire découvrir des animaux sur un plateau. Nous avons des indices à mettre, par exemple, où vit l'animal, que mange-t-il, de quelle couleur est-il rayé, est-il uni, etc. Et donc avec tous ces indices, on doit faire découvrir l'animal en question. Donc par exemple,
Pour un tigre, nous allons dire qu'il est orange, rayé, qu'il vit dans la jungle et qu'il mange de la viande. Ah, Voilà. génial, génial, génial. Ça, c'est parfait pour les tout petits qui adorent les animaux en plus et qui aiment deviner et puis faire des blagues aussi à leurs parents. Et puis, ça permet de bien assembler les concepts pour qu'ils comprennent vraiment quel est cet animal et qu'est-ce qu'il fait. Et surtout, où il se situe, c'est quand même important. Alors là, on va passer à la gamme des jeux pour les enfants qui sont un petit peu plus grands, qui peuvent jouer à des jeux un peu plus complexes à partir de 7 ans. Quel est le premier jeu, France ? Donc c'est King Domino, à partir de 8 ans. C'est un jeu qui a gagné l'As d'or en 2017. Il est certes pas récent, mais toujours autant d'actualité. D'ailleurs, ils ont sorti l'année dernière un jeu pour les 5 ans qui s'appelle Dragonimo et qui est sur le même principe de jeu. C'est-à-dire un jeu de domino, mais pas que, parce que c'est un jeu de stratégie. Vous êtes un seigneur qui désire étendre ses terres au maximum. Et donc, stratégiquement, il va falloir placer ses pions pour agrandir au mieux son royaume. Alors ça, on y joue sur une table qui est suffisamment grande. Je suppose qu'il faut quand même un peu d'espace ou on peut s'installer par terre. Il n'y a pas de risque que les dominos se cassent la figure partout? Non, sur une table de salle à manger, il n'y a aucun problème, on peut y jouer. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que ce sont des parties qui sont assez courtes, c'est-à-dire 15 minutes. Donc on peut en faire facilement 3-4 d'affilée et c'est très très sympa. Et occuper un vieil après-midi pourri et bien pluvieux. C'est parfait, ça c'est les jeux qu'on adore. Je crois qu'ensuite on a 2 autres jeux, France, à présenter. On commence par Zombie Teens ou Décrocher la Lune? Bah, écoutez, partons sur Zombie Teens. Zombie Teens. Alors, Zombie Teens. Donc, c'est un jeu qui est coopératif, qui est comme le King Domino, des parties très courtes, c'est-à-dire de 15 minutes. Nous sommes donc 2 ou 4 joueurs à combattre les zombies qui sont rentrés dans la ville. Et ce qui est très agréable avec ce jeu, c'est qu'on a à l'intérieur 14 enveloppes pour agrémenter les mystères, les défis et surtout les règles du jeu. Donc c'est un jeu qui est vraiment évolutif et rejouable à souhait autant qu'on veut. Au fur et à mesure de la partie, c'est ça, les règles s'amplifient et grandissent, j'allais dire. C'est bien ça, avec les fameuses enveloppes. Plus on fait de parties, par exemple on fait 3-4 parties, on a une enveloppe qu'on peut ouvrir et du coup pour les parties suivantes, on a des nouvelles règles, des nouveaux défis à réaliser. D'accord. Le dernier jeu que vous allez nous présenter, France, c'est Décrocher la Lune. Ça a l'air d'être un jeu qui est très poétique. Oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il est assez zen, poétique et très facile à jouer. Nous avons sur la base un nuage où on va poser des échelles. Et en fonction du dé que nous allons lancer, alors où est-ce qu'il va falloir poser une échelle qui touche une échelle, ou bien une échelle qui touche 2 échelles, ou bien, si on tombe sur le dé où il y a la petite lune, il va falloir poser l'échelle la plus haute possible. Et donc, voilà. Tout ça s'empile jusqu'à Décrocher la Lune. C'est bien ça, on l'a compris. On va passer à la dernière gamme de jeux, c'est-à-dire celle qui va intéresser tout le monde, même les parents. Que parfois, il y a des jeux qui sont un peu plus fastidieux quand on est adulte pour jouer. Mais bon, l'idée, c'est d'offrir un beau moment à son enfant quand même. Et là, les jeux pour plus grands, eh ben, on y joue tous avec grand plaisir. Et il y en a déjà d'ailleurs un dans la sélection que vous nous avez faite qui est mon préféré. Je ne vous dirai pas lequel c'est. Alors, on va commencer par lequel, France? On commence par Corridor? Allez, on commence par Corridor, qui est un joli jeu en bois. Qui existe donc en 2 formats. Nous avons le grand format et le petit format qu'on peut, pour le coup, emmener en voyage ou pour ceux qui ont un plus petit budget. Ça se joue de 2 à 4. À partir de 8 ans, ce sont des parties qui durent aussi à peu près une quinzaine de minutes. Le but du jeu étant, chacun a un pion que l'on va placer sur une ligne de départ. Et le but du jeu est d'empêcher son adversaire de traverser le couloir, le corridor, le plateau. Le plateau. Donc, au choix, lorsque c'est à nous de jouer, c'est-à-dire où on avance notre pion, où on va mettre une barrière pour gêner notre adversaire son parcours. Et à la fin, ça va donc ressembler à un petit labyrinthe.
Et c'est celui qui va arriver le premier à traverser le plateau qui gagne. Génial. Un super concept, on adore. De la stratégie et puis surtout de l'aventure un petit peu. On passe à Galérapagos, c'est bien ça? Oui, Galérapagos. Alors, c'est un jeu qui est assez sympa. Il est semi-coopératif. Nous voilà des naufragés sur une île et un cyclone arrive. Donc, il va falloir fabriquer un radeau le plus rapidement possible. Essayer d'aller pêcher pour prendre des forces parce qu'il faut quand même manger un petit peu. Donc, au départ, c'est un jeu coopératif, mais attention, dès qu'on peut lâcher ses coéquipiers, eh bien, pour arriver au radeau en premier, eh bien, on le fait. C'est un jeu un peu Koh-Lanta. Il faut aimer la trahison. Bon, c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est un jeu qui est très sympa. Pour réussir à supporter après les disputes entre les enfants. Mais c'est un vendu, il m'a abandonné tout seul sur mon île, dans ma galère, à Pagos. On aura compris l'intérêt du jeu. On a Color Brain. Ensuite, je crois que vous allez nous présenter donc, un jeu avec des couleurs et des associations également. Alors, Color Brain, c'est un jeu qui est efficace, rigolo, pour passer vraiment des moments en famille, entre amis, à l'apéritif ou après l'apéritif. Nous avons donc... ou pendant, tout à fait. Nous avons des cartes qui représentent des couleurs. Nous avons une douzaine de cartes en couleurs. Et le but du jeu étant de poser des questions et nous allons devoir y répondre en couleurs. Rien de plus simple, mais c'est quand même très très rigolo. Par exemple, je vous demande les couleurs nécessaires pour faire de l'indigo. Et là, il faut trouver les couleurs pour faire de l'indigo. On pense que c'est facile, mais bon, il faut réfléchir un petit peu. On peut aussi avoir la question, quelle est les couleurs des 5 anneaux des Jeux Olympiques. Voilà, donc petit jeu efficace et rigolo. C'est le trivial poursuite, mais avec que des questions sur les couleurs. C'est effectivement très intéressant. Et puis bon, en fait, là, je vais quand même vous dévoiler mon petit secret. Mon jeu préféré, c'est Seven Wonders. Et là, ils sortent une nouveauté, c'est Seven Wonders Architect. Oui, tout à fait. Ça faisait très longtemps qu'on attendait enfin un nouveau Seven Wonders. Donc, voici l'ancien qui a cartonné et qui cartonne toujours autant. Et qui est génial. Et Seven Wonders Architect. Donc, on est sur le même principe de jeu. Il faut construire ces merveilles. C'est un jeu qui est aujourd'hui plus rapide. C'est des parties qui durent à peu près 20 minutes. Et ce n'est pas un plateau. Donc, ça prend un peu moins de place. Donc, on a envie d'y rejouer irrésistiblement. Voilà, le Seven Wonders qui cartonne déjà et qui est un jeu parfait pour Noël et en famille. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, France, pour cette belle sélection. Je précise que tous ces jeux, vous les avez testés en famille. Ce sont les jeux auxquels vous jouez régulièrement. Donc, on vous invite bien sûr à les retrouver si vous passez à Cluny, n'hésitez pas à passer à la Cahute des Petits Loups, bien entendu. Mais également, vous avez un site internet qui vient d'être construit. Le confinement a eu quand même quelques avantages. Ça vous a permis de vous lancer sur Internet. Donc, j'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site qui sera juste en bas dans la description. Donc, vous en avez l'habitude maintenant. Sachez que moi, vraiment, je milite pour les jeux de société, pour des moments en famille dans lesquels on s'amuse. Et pourquoi pas même des apéros avec des amis, avec des jeux de société. Bref, vous l'aurez compris, il y a toujours un bon moment pour dire « Tiens, et si on faisait un jeu ?» D'ailleurs, c'est la question préférée de ma petite sœur. Alors, si vous voulez jouer, eh bien, n'hésitez pas à retrouver cette sélection. Je vais bien sûr vous mettre les liens pour accéder à tous ces jeux qui sont tous plus formidables les uns que les autres et qui sont classés par âge, ce qui vous arrangera grandement si vous avez des petits loulous, des moyens ou des plus grands. Et je vous invite bien sûr à vous plonger là-dedans pour faire vos cadeaux de Noël. En tout cas, on va passer juste après la virgule à la suite. On se retrouve juste après.
Bonjour à tous. Alors pour les fêtes de Noël, j'ai 2 albums à vous proposer cette fois-ci. 2 albums édités par la Nouvelle Librairie Jeunesse. Donc on part dans l'Antiquité avec Alexandre le Grand, l'enfance d'un conquérant, signé Nicolas Lubin et illustré par Maureen Minervois. Nicolas Lubin nous raconte la jeunesse, l'adolescence d'Alexandre le Grand. On commence, il a une dizaine d'années et on le laisse à la bataille de Chéronée quand il va devenir enfin un jeune adulte. Et bien sûr, c'est de l'histoire romancée, de l'histoire qui est un peu l'histoire légendaire, mais que faut-il faire pour devenir un héros dans l'Antiquité grecque? Eh bien, il faut déjà avoir un caractère bien trempé, il faut en vouloir, donc il s'entraîne physiquement, il va lutter avec son petit camarade, il va partir à la chasse, Alexandre, dans la nuit pour attraper un loup au fond d'un fossé qu'on a creusé, c'est quand même une nuit qui va le marquer, mais il aura aussi comme professeur Aristote, le grand Aristote, qui va leur expliquer l'Iliade notamment, et donc les mettre dans la grande tradition des héros grecs. Et puis il va aussi... On ne peut pas parler d'Alexandre sans parler de Bucéphale. Il va donc dresser Bucéphale, enfin arriver à monter sur ce cheval très fougueux que personne à la cour de son père roi Philippe ne pouvait monter. Donc voilà, donc c'est un album illustré par une très jeune artiste, Maureen Minervois, qui a mis toute son énergie dans les dessins. Je pense que les enfants seront ravis de pouvoir les recopier parce que c'est assez facile finalement de reprendre ces personnages. Et puis elle a enrichi le texte en présentant les grandes divinités, les grands personnages. Et à la fin, on aura une carte des grands voyages d'Alexandre devenu adulte, et puis évidemment un lexique, parce que c'est un petit peu compliqué de savoir quels sont tous ces dieux, et surtout de faire la différence entre une égide et un caducée, par exemple. C'est pas simple pour des petits, mais c'est vraiment un très joli album que je conseille aux enfants, et qui vous coûte 9,90 €, donc à partir de 6 ans, à commander à la Nouvelle Librairie. Alors le deuxième album, on part dans la mythologie cette fois-ci, avec la légende d'Hadès et Perséphone. Donc c'est la mythologie qui permet de comprendre le cycle des saisons. Alors comme nous sommes en Grèce, on a plutôt 2 saisons que 4, comme chez nous. On va passer de l'hiver à l'été. Et cette petite Perséphone, toute mignonnette, qui cueille ses narcisses au pied de l'Etna, elle ne sait pas du tout ce qui va lui arriver quand arrive Hadès, qui en tombe follement amoureux et qui va l'enlever et l'emmener dans les enfers, dans le monde souterrain. Donc panique évidemment, sa chère maman Déméter va se demander comment retrouver sa fille, et ça va pas être si facile que ça. Donc c'est ce que raconte cet album écrit par Gudrun Guillaume, qui avait déjà écrit l'histoire d'Athéna, et illustré par Willy, qui avait aussi illustré à la Nouvelle Librairie Jeunesse les 12 travaux d'Hercule. Donc voilà, vous avez un très joli album, illustré un petit peu façon manga, mais pas trop, avec tous les dieux qui vont intervenir dans cette histoire sur, donc, en fait, la ronde des saisons, le passage de l'hiver à l'été, de l'été à l'hiver, avec Perséphone, donc ce personnage emblématique. Voilà, la même chose, on peut lire l'histoire aux enfants tout petits, à partir de 5 ou 6 ans, et puis ils la liront eux-mêmes ensuite quand ils seront plus grands. Et j'espère que ça fera 2 très jolis cadeaux à glisser sous le sapin pour vos neveux, vos nièces, vos filleuls, vos voisins, vos petits-enfants, etc. Donc joyeux Noël à tous, et profitez bien de la mythologie, c'est vraiment fondamental pour cultiver les enfants dans la joie et le plaisir de la lecture. Pour commencer ce temps de l'Avent, je vous propose un recueil de contes, 5 contes inédits. Le Noël du Maître Verrier et autres contes inédits chez MAM. 64 pages qui vous emmènent au fil d'histoires très étonnantes, toujours pleines d'humour, beaucoup de charme, des histoires que vous ne connaissiez pas. On vous prépare à l'arrivée de l'enfant dans la crèche, dans des univers extrêmement différents, historiques, géographiques, à la cour des rois comme dans l'atelier d'artisans, par exemple celui du Maître Verrier, endormi après avoir bien travaillé à la réalisation d'une crèche, mais qui n'est pas achevée, et qui va l'achever pendant la nuit. Ça, c'est le premier conte. C'est une merveille, au fil du temps, au fil des soirs, vous allez vous plonger avec vos enfants dans ce plaisir des mots, des images, des histoires qui nous font sortir de nous-mêmes avec, je vous le souhaite, un enfant à droite, un enfant à gauche bien collé contre vous, qui boivent vos paroles. Voilà les grands plaisirs du mois de décembre, ces histoires qui célèbrent l'amitié, la simplicité, la joie, l'humilité et que nous partageons avec un immense plaisir.
Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. J'espère que vous avez maintenant plein d'idées pour compléter vos cadeaux de Noël. N'hésitez pas à vous rapporter aussi aux précédentes chroniques lecture et consommation que j'ai faites lors des précédentes émissions. Et j'espère que vous allez lire beaucoup de livres et faire de nombreuses parties endiablées de jeux de société, le tout en famille bien entendu. J'avais eu l'idée pour conclure cette chronique de vous faire une sélection de cadeaux supplémentaires un peu plus personnalisés et généralistes pour tout le monde, quoi, sans oublier les papas et les mamans. Mais in fine, ce que j'ai envie de vous dire, et surtout le temps passe, eh bien, c'est qu'il faut profiter de cette période des fêtes pour passer de beaux moments avec votre famille, vos proches et tout ce qui compte pour vous. Car finalement, la magie de Noël, c'est l'ambiance qu'on y met plus que les cadeaux qu'on se fait. Même si le plus petit a préféré déchirer les papiers cadeaux que de regarder le contenu des paquets. Merveilleuse transition, n'est-ce pas, pour vous montrer l'image du jour de Lily Coton qui s'affiche juste maintenant. Alors, je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année à tous. On se retrouve mercredi 8 janvier 2022 pour un nouveau numéro des femmes et des enfants d'abord. D'ici là, à très vite sur TV Liberté.